Troisième et dernière partie de Politiciens à votre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour est consacré au Mali, notamment au défi du président réélu Ibrahim Boubacar Keïta. Une troisième invitée m'a rejoint, Madame Sadio Morel Kanté. Vous êtes journaliste préfacière, vous connaissez aussi très bien la vie politique malienne. Merci à vous de m'avoir rejoint. Nous l'avons donc dit dans la deuxième partie, la sécurité c'est le premier des défis du président réélu du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, et l'homme veut d'ailleurs en faire son cheval de bataille. On écoute d'ailleurs à ce propos le président Ibrahim Boubacar Keïta, on en parle après. Le terrorisme et son pendant, la criminalité, troublent la quiétude de bon nombre de Maliens dans certaines régions de notre pays et compromettent ainsi un développement national intégral. Je poursuivrai donc les efforts pour faire de nos forces de défense et de sécurité un outil de décision politique pleinement opérationnel pour contrer toute menace. Je serai implacable avec tout ce qui bafoue nos libertés et foule aux pieds nos valeurs de tolérance. Tous ceux qui s'opposent à ces valeurs-là seront combattus et ils seront vaincus, car rien ne résistera à la volonté suprême d'un peuple uni face au terrorisme. Sadio Morel Kanté, le 29 août dernier, 29 août 2018, l'ONU publie un rapport qui épingle des groupes armés qui s'attaquent aux forces de l'ordre, mais aussi ça donne à des trafics de tout genre, trafic de drogue, trafic d'êtres humains, etc. Alors qu'ils sont signataires de l'accord de paix de 2015. On va dire quoi? L'accord de paix, c'est finalement un marché de dupes? La paix, par rapport au contexte actuel, oui et non. Parce que cet accord de paix intervient à un moment où la crise malienne, on sait qu'elle n'est pas nouvelle. Hein. Oui. En 1907, déjà, un accord a été signé avec le colon, oui, qui donnait le pouvoir dans le nord, ce désert vaste, à la minorité Iforas. Donc il y a un cadre juridique. On va essayer de venir dans l'histoire. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il faut un peu expliquer. Dans les années 60 déjà, pendant la Première République, il y a eu des rébellions. Dans les années 80, 90, pratiquement pendant chaque décade, il y en a eu, mais ça a été plus ou moins contenu. Pourquoi maintenant, dans la Troisième République, notamment à partir des années 2005, cela s'est accru? Il y a eu des facteurs qui sont tels que il y a d'abord une trilogie. Imprévoyance, il y a le fait que ces Touaregs-là, les gens du Nord, ont toujours vécu avec cette forme de razzia dans l'âme, hein, parce qu'ils ne peuvent rien, je ne stigmatise pas, mais les conditions drastiques de leur milieu naturel font que les trafics ont toujours existé. Donc les trafics dont parle le rapport là, ce n'est pas nouveau. Mais l'ampleur, je parle de l'ampleur. Maintenant, on a vu même que pendant les années 2000, avant 2000, Simone Veil avait mis une association dans le Nord pour venir en aide aux différents rebelles qui s'y trouvaient. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À chaque fois, quand c'était la fin du mois pour rembourser, les résidus de rébellion remontaient, refaisaient surface entre les factions Kunta qui vassalisaient les Arabes et consorts. Mais là, à partir de 2005, de 2000 d'abord, lorsque l'Algérie a ouvert le Mali a accepté d'ouvrir son couloir pour laisser passer les 32 otages occidentaux, ça donnait une autre portée. La question, c'est l'accord signé en 2015 à Alger. Qu'est-ce qui fait justement que c'est compliqué de mettre en œuvre cet accord de paix? C'est compliqué. Oui, mais je voudrais que M. Magassa... Oui, mais j'arrive. C'est compliqué justement parce qu'ils n'ont pas tenu compte des paramètres sociaux, le schéma social des habitants du Nord qui ont un certain fonctionnement qui n'est pas nouveau. Et qu'aujourd'hui, venir leur dire qu'il faut arrêter le razzia, il faut arrêter ce terrorisme-là, ils ne le comprennent pas.
ils ne le En comprennent, plus, ils ne le comprennent pas. Non, mais c'est difficile à comprendre parce que on va dire quoi, ils ont la guerre, le trafic dans le sang, donc on ne peut rien faire, c'est ça? Si, parce que les trafics d'alcool, de drogue, je crois que vous êtes au courant de cocaïne, qui on a retrouvé à un moment dans le désert, et que vous êtes au courant du pillage. C'est-à-dire, il y a eu une organisation de la mise en place de la logistique qui a servi, écoutez-moi d'abord, il y a eu l'organisation de la logistique qui a servi de 2000 et quelques à maintenant à la mise en place de ce que nous vivons aujourd'hui. La désorganisation de la Libye, la déliquescence de la Libye n'a pas arrangé les choses. Et 7 casernes du Mali ont été pillées de façon synchronisée pour alourdir cette logistique qui aujourd'hui militaire et le trafic d'êtres humains, que ce soit sur les migrants ou autres, a toujours existé. C'est pas nouveau. C'est comment il fallait contourner, je crois, cet état de fait auquel les signataires de cet accord devraient plutôt s'attaquer que de vouloir contourner. Monsieur Magassa, voilà. Une question simple. Mais excusez-moi, je n'ai pas le goût des polémiques, vous le savez. Hein. Il y a de vos compatriotes qui disent la partition du Mali est programmée. Oui. Le Mali ne sera plus jamais absolument. C'est ce que vous pensez aussi? Non, ce n'est pas ce que je pense. Mais cet argument, on le déduit d'un certain nombre de faits. Chacun sait que si les urnes ont été bourrées, je suis désolé de revenir aux élections, ça a été principalement fait dans le Nord. C'est dans le Nord que le gouvernement a sous-traité la sécurité des élections, l'organisation des élections, aux éléments signataires justement de l'accord d'Alger, la CEMA. Donc c'est eux qui ont sécurisé. Dans certains cas, on a vu des images où les urnes sont allées se balader dans le désert, ils sont revenus le soir bourrés avec de... Bon, ça, on va... Du coup, la situation est compliquée. Je viens sur l'aspect sécuritaire. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, je pense qu'il faut aller plutôt dans l'analyse de ce qui s'est passé depuis l'accord de 2015. Parce qu'avant, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments, mais on n'a pas le temps de parler. Mais moi, je dis que depuis la signature de l'accord de 2015, ou en tout cas depuis 2015, la gestion du dossier de la question du Nord a été une gestion hasardeuse, pour ne pas dire autre chose. Parce que l'État, la logique, parlons très concrètement. Oui, l'État a pensé. Le président avait pensé. J'ai hérité d'une armée qui n'est pas. Non, ce n'est pas une question d'armée. Le problème qu'il y a aujourd'hui, est-ce que vous savez le nombre de groupes armés dans le Nord? C'est vrai qu'il y on en a une vingtaine à peu près, ou un peu moins. Ouais. Si vous comptez les CEMA, les HUA, Gatia, Plateforme 1, tu ne sais pas. Pourquoi il y a ça? Parce qu'au tout départ, l'État a créé une situation de mafia qui fait que chaque famille est devenue pratiquement un groupe armé. Et ça a commencé d'autant plus directement que le MNLA, qui était le premier groupe qu'on connaissait, son vice-président Djeri Mamadou, il a été arrêté à l'aéroport d'Abidjan avec 600 millions de francs CFA en petite coupure. Et c'est l'État qui le lui a donné, puisqu'il quittait Bamako. L'État malien qui le lui a donné. Et non, mais c'est des faits vérifiables. C'est l'État qui lui a donné. Ça, c'est la première chose. C'était quoi la solution? Alors, la solution, c'est quoi? La solution, c'est lutter contre la corruption. La corruption. Attendez, madame. La solution, très concrètement, c'est quoi? C'est poser... Le président dit, je serai implacable. Non, la solution, c'est quoi? C'est aller sur la logique que ce n'est pas en achetant les uns et les autres qu'on parvient à faire la paix. Il y a un certain nombre de choses. Il y a des règles qui sont posées et ces règles-là, on les respecte ou force doit rester à la loi. C'est ça la question. Il n'y a pas de solution. Et je vais plus loin. La plupart des grands pays ont ces problèmes d'insécurité, ces problèmes de rébellion. Si vous prenez la France avec la Corse, vous prenez d'autres... Non, mais c'est la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut savoir gérer, il faut avoir suffisamment d'autorité pour gérer ces questions-là. Et si on n'en a pas, on ne gère pas ça. Quand on n'a pas une armée pour régler la question militairement, qu'est-ce qu'on fait? On négocie. Oui, mais l'armée a été renforcée par beaucoup de structures internationales quand même. Quand on n'a pas d'armée pour gérer la question, qu'est-ce qu'on fait? On se donne les moyens d'avoir une armée. Parce que l'État, c'est l'armée. D'accord. Sauf que pour former militaire, il faut oui, mais on forme pas un militaire en mais on a le temps d'acheter des avions, de se promener. On est d'accord. Ça, c'est une autre question. C'est une autre question. C'est une question de priorité. Madame Keïta, le président
président dit « Je serai intraitable sur la question sécuritaire. Je veux déployer l'armée partout, sur toute l'étendue du territoire malien ». C'est un objectif atteignable? C'est un objectif atteignable. Et moi, je suis désolée de revenir tout le temps labourer les urnes et tout. Et puis Non, à la fin, quoi. Il faut être sérieux. Jamais il y a un résultat. Il faut être sérieux à un moment. Il y a un grand pays et il y a une situation très compliquée. Donc, on ne peut pas juste s'arrêter à on a bourré les urnes. On a aussi vu beaucoup d'autres choses. La victoire, l'échec est amer, madame. Et là, effectivement, ça a été rappelé tout à l'heure, il y a une histoire sur la question du terrorisme et du banditisme au Mali. Et qui est liée aussi, nous on n'a pas demandé, le Mali n'a pas demandé à aller attaquer la Libye et que la Libye soit dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. On a le problème aussi des autres pays alentours à la frontière. Donc c'est une situation très compliquée qui a été effectivement la signature de l'accord d'Alger. Et l'accord d'Alger, dès le départ, tout le monde a dit, ce n'est pas un accord parfait. Mais il faut avancer sur la question. Il faut avancer sur la question. Parce qu'effectivement, les signataires de l'accord... l'ONU dit, le rapport de l'ONU dit qu'il n'y a pas d'avancée. Les mêmes signataires... Non, le rapport de l'ONU ne dit pas... Le rapport de l'ONU dit qu'il y a des groupes armés qui ne respectent pas et qui ne veulent pas respecter l'accord de paix. Oui, mais ça, c'est et pas le président a été très ferme et très clair là-dessus lors de son discours. La priorité, et sa priorité a été ça depuis son premier mandat, de combattre la question sécuritaire. Et donc, effectivement, l'armée, il y a la formation de l'armée. On ne forme pas l'armée en un mois. Quand le président Ibrahim Boubacar Keïta est arrivé, il n'y avait pas d'armée, je le répète. Et aujourd'hui, en discutant avec effectivement l'armée, il y a des avancées. Et il faut qu'on continue à former l'armée, il faut qu'on continue à acheter le matériel et il faut qu'on continue à coopérer sur l'accord de paix. Qui n'est pas... et il a invité tous les acteurs de cet accord de paix, tous les accords de cet accord de paix, à œuvrer pour une paix durable au Mali et celui qui ne le ferait pas se mettra en dehors de l'accord de paix. Voilà. Mais moi, je ce que je veux savoir, un ministre vient de faire un document là. Oui, une page, vous l'avez eu. Malheureusement. Alors, vous avez moi, je voudrais juste dire que l'accord ne peut pas être appliqué. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ces 5 dernières années, il y a eu des moyens internationaux colossaux pour qu'on aurait pu au moins voir un bout de satisfaction par rapport à cette situation. Déjà en 2011, je vais vous dire, en 2011, c'est, je crois, le Premier ministre qui était le ministre de la Défense à l'époque. Il y avait des réunions entre l'Algérie, la Mauritanie et consorts pour mettre en place au moins 125 000 soldats sur le Sahel. Les moyens ont été donnés, les résultats. Non, tant qu'il y aura la corruption, il y a une corruption massive qui est là. Il y a un ministre qui vient d'être nommé d'ailleurs, qui a été et qui a donné de l'espoir. Morel, Kanté, journaliste préfacien, merci. À vous, Sekou Magassa, vous revendiquez toujours la victoire. Ah oui, il a gagné. Il faut suivre. Vous êtes invité demain à la place de la République et tous les Français, tous les Maliens de France sont invités demain à la place de la République. Keïta continuera à travailler pour l'avenir du Mali et pour le développement du Mali. C'est la fin, mesdames et messieurs. Vous êtes invités demain. Votre rendez-vous politique, que je vous remercie d'avoir été nombreux. Assurez, restez toujours fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien. Merci. Merci. C'est bon?